Tu as grandi en croyant qu'être bon suffisait, que la gentillesse serait récompensée, que le monde reconnaîtrait ta bonté et te rendrait l'appareil. Mensonge. La vérité est plus brutale. Tu as été programmé pour être docile, pour donner sans recevoir, pour sourire pendant qu'on te piétine. Et maintenant, dans le silence de ton lit, tu te demandes pourquoi c'est toujours toi qui finis dans le rôle de paillasson émotionnel. Tu n'es pas né gentil par hasard, ils t'ont façonné ainsi. La société a besoin de gens comme toi, disponibles, compréhensifs, toujours prêts à pardonner. Elle a besoin de ceux qui baissent la tête, qui ne réclament rien, qui acceptent les miettes sans questionner. Parce que pendant que tu t'épuises à être quelqu'un de bien, d'autres avancent en étant stratégiques. Et toi, tu continues à croire qu'un jour la vie récompense. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu été choisi en second? Combien de fois t'ont-ils expliqué que tu es incroyable, mais... Combien de fois t'ont-ils demandé de comprendre des situations que personne ne comprendrait si c'était eux? Tu es devenu spécialiste pour avaler les déceptions, pour sourire quand tu devrais crier, pour accepter des explications qui n'expliquent rien. Et le pire, tu as fini par croire que c'était de ta faute. Je ne suis peut-être pas assez intéressant, je demande trop, je devrais être plus compréhensif. Non, tu n'es pas le problème. Le problème, c'est qu'on t'a appris que ta valeur dépendait de ta capacité à te sacrifier pour les autres, qu'être aimé signifiait être utile, qu'exister, c'était servir. Aujourd'hui, tu découvriras pourquoi les plus gentils finissent toujours écrasés, pourquoi ta bonté est devenue ta malédiction, et surtout, comment transformer cette faiblesse apparente en ta plus grande farce. Parce que le monde n'a pas besoin d'un gentil de plus, il a besoin de quelqu'un qui comprend le jeu et qui refuse d'y jouer selon leurs règles. Friedrich Nietzsche avait compris il y a plus d'un siècle. L'homme bon est naïf, pas stupide, naïf. Il croit encore que la morale et la réalité marchent main dans la main. Elles ne se sont jamais rencontrées. Tu vis dans l'illusion que le monde fonctionne selon un contrat moral invisible. Si je suis bon, on sera bon avec moi. Machiavel rirait de cette innocence, lui qui savait que le pouvoir ne respecte qu'une seule loi, celle de la force déguisée en charme. Mais voici le piège le plus vicieux. On ne t'a pas seulement appris à être gentil, on t'a appris à avoir honte de ne pas l'être. Chaque fois que tu penses à dire non, une petite voix murmure « Tu es égoïste ». Chaque fois que tu veux garder quelque chose pour toi, elle chuchote « Tu n'es pas généreux ». Cette voix, ce n'est pas la tienne. C'est celle du système qui a besoin de ta docilité pour survivre. L'économie émotionnelle moderne repose sur l'exploitation des gentils. Les entreprises savent que tu resteras tard pour aider l'équipe. Tes amis savent que tu seras là quand ils auront besoin de toi, mais mystérieusement absent quand tu auras besoin d'eux. Ta famille sait que tu finiras par céder parce que tu es raisonnable. Raisonnable, le mot le plus manipulateur du dictionnaire. Être raisonnable, c'est accepter l'inacceptable avec le sourire. C'est devenir complice de ta propre exploitation. C'est transformer ta souffrance en vertu, parce qu'au moins tu peux te dire que tu es quelqu'un de bien. Mais Dietrich Bonhoeffer, ce théologien qui a défié Hitler, posait la vraie question. La bonté qui ne résiste pas au mal, est-elle vraiment de la bonté? Ou juste de la lâcheté déguisée? Parce que oui, il faut du courage pour être méchant. Il faut du courage pour dire non. Il faut du courage pour décevoir les autres plutôt que de te trahir toi-même. Et si ta gentillesse n'était qu'une forme sophistiquée de peur, peur du conflit, peur d'être rejeté, peur de découvrir que peut-être, sans ta disponibilité constante, personne ne resterait vraiment. Cette peur a un nom, le syndrome de la validation externe. Tu as outsourcé ton estime de soi aux réactions des autres. Tu n'existes que dans leur sourire d'approbation. Et quand ils disparaissent, tu disparais avec. Le philosophe Emmanuel Levinas parlait de l'éthique de la responsabilité infinie. Belle idée sur le papier, catastrophique dans la vraie vie. Parce que quand tout le monde est ta responsabilité, personne n'est responsable de toi. Même pas toi. 1939, Varsovie. Janusz Korczak dirigeait un orphelinat dans le ghetto.
Pédagogue révolutionnaire, médecin respecté, écrivain célèbre. Quand les nazis sont venus chercher ces 192 enfants pour les déporter vers Treblinka, ils lui ont offert une échappatoire. Il pouvait partir, sauver sa peau. Après tout, il avait fait assez. Il a choisi de monter dans le train avec eux. L'histoire a fait de lui un héros. Moi, je vois autre chose. Le parfait exemple de comment la gentillesse peut devenir une prison dorée. Korczak était prisonnier de sa propre bonté. Il ne pouvait pas abandonner 16 enfants, pas parce que c'était stratégiquement intelligent, mais parce que son identité entière était construite sur ce rôle de sauveur. Sans eux, qui était-il ? Voilà le piège final de la gentillesse compulsive. Elle ne vient pas de l'amour, elle vient du besoin d'être nécessaire. Tu te reconnais ? Combien de fois as-tu dit oui parce que dire non aurait détruit l'image que tu as de toi-même ? Combien de fois as-tu aidé parce que refuser aurait signifié admettre que tu n'es peut-être pas cette personne extraordinairement généreuse que tu crois être ? La société adore les Korczak. Elle les élève au rang de saints pendant qu'elle exploite leur incapacité à dire non. Parce que tant qu'il y a des gens prêts à se sacrifier pour le bien commun, le système n'a jamais à changer. Pense aux infirmières qui font des heures supplémentaires non payées pour les patients, aux profs qui dépensent leur propre argent pour leur classe parce que les enfants méritent mieux, aux employés qui travaillent le week-end parce que l'équipe compte sur eux. Héros ou victimes consentantes d'un système qui a appris à transformer l'exploitation en vertu morale. La vraie tragédie de Korczak, ce n'est pas qu'il soit mort, c'est qu'il n'a jamais eu le choix de vivre autrement. Sa gentillesse était devenue son maître, sa compassion, sa chaîne. Il était libre de tout, sauf d'être autre chose que bon. Et si aujourd'hui on te raconte son histoire, c'est pour t'inspirer à faire pareil, à être noble dans ta propre destruction, à mourir en beauté plutôt qu'à vivre en vérité. Mais voici ce qu'ils ne te disent jamais. Et si Korczak avait survécu ? Et s'il avait choisi de fuir, de se battre, de revenir plus fort, combien d'autres enfants aurait-il pu sauver ? Parfois, la plus grande gentillesse, c'est de préserver sa capacité à être gentil demain. Parfois, le plus beau sacrifice, c'est de refuser de se sacrifier. Sarah travaille dans une start-up. Brillante, dévouée, toujours la première arrivée et la dernière partie. Quand son collègue tombe malade, elle reprend ses dossiers. Quand l'équipe est débordée, elle annule ses week-ends. Quand le patron cherche un volontaire pour un projet non payé, devine qui lève la main. 3 ans plus tard, son collègue, celui qu'elle avait aidé, est promu à sa place. Il a plus de leadership, explique le patron. Il sait dire non quand c'est nécessaire. Il a une vision stratégique. Sarah sourit et félicite son ex-collègue, parce que c'est ce que font les gens bien, non ? Cette histoire, tu la connais. Peut-être que tu l'as vécue. Sarah, c'est toi. C'est nous tous qui avons cru que travailler 2 fois plus dur compenserait le fait d'exiger 2 fois moins. Voici la règle cachée du monde professionnel. Les gentils font le travail, les stratèges récoltent les fruits. Pendant que Sarah se tuait à être indispensable, son collègue apprenait l'art de la visibilité sélective. Il disait non aux tâches ingrates et oui aux projets qui brillent. Il négociait, il se positionnait, il jouait le jeu. Sarah, elle était trop occupée à être professionnelle pour apprendre à être politique. Et maintenant, la voilà face à la plus cruelle des réalités. Dans un monde qui prétend valoriser l'humain, ce sont les moins humains qui montent. Regarde autour de toi. Tes patrons, tes politiciens, tes influenceurs, combien d'entre eux ont gravi les échelons grâce à leur gentillesse ? Ils ont tous une chose en commun. Ils ont compris que la bonté est un luxe qu'on ne peut se permettre qu'une fois au sommet. Toi, tu fais l'inverse. Tu donnes tout avant d'avoir rien. Tu es généreux avec tes miettes et avare avec tes ambitions. Mais je ne veux pas devenir comme eux. D'accord, alors continue à être écrasé en toute conscience. Reste pur dans ta défaite, meurs beau. Ou accepte cette vérité dérangeante. Le problème n'est pas que tu sois trop bon. Le problème, c'est que tu es bon au mauvais moment, avec les mauvaises personnes pour les mauvaises raisons. Ta gentillesse n'est pas authentique, elle est performative. Tu n'aides pas parce que tu veux aider. Tu aides parce que tu as peur qu'on découvre que tu pourrais ne pas le faire. Sarah, au fond, ne sauvait pas son équipe, elle sauvait son image de sauveuse. Et c'est exactement ce que le système attend de toi.
Que tu sauves tout le monde, sauf toi-même. Que tu sois si occupé à réparer les autres que tu oublies que tu es en train de te briser. La promotion de son collègue, ce n'était pas un accident, c'était un message. Merci d'avoir fait le sale boulot. Maintenant, laisse les adultes diriger. Voici ce qui se passe dans ton cerveau quand tu dis oui alors que tu penses non. Une décharge de cortisol envahit ton système nerveux. Ton corps se met au mode survie. Mais au lieu de fuir ou de te battre, tu souris, tu acceptes, tu dis avec plaisir. Bienvenue dans le Fawn Response, la réaction de soumission. C'est le mécanisme de défense qu'ont développé les enfants dans les familles dysfonctionnelles. Quand fuir est impossible et se battre est dangereux, il reste une option. Devenir si gentil, si serviable, si parfait que personne ne peut t'en vouloir. Ça marchait quand tu avais 8 ans et que papa criait trop fort. Ça ne marche plus à 30 ans avec ton patron manipulateur. Mais ton cerveau ne fait pas la différence. Pour lui, chaque non que tu ne dis pas est une victoire de survie. Chaque sourire forcé est une protection contre l'abandon. Chaque sacrifice de tes besoins est un investissement dans ta sécurité émotionnelle. Le problème, cette stratégie crée exactement ce qu'elle essaie d'éviter. En te rendant indispensable par ta gentillesse, tu attires les prédateurs émotionnels, les narcissiques qui sentent ton besoin de validation à des kilomètres, les manipulateurs qui savent exactement quel bouton appuyer pour te faire danser. Tu deviens un aimant à relations toxiques. Parce que les gens sains, ils respectent les limites, ils ne profitent pas de ta gentillesse, ils ne te demandent pas de te trahir pour leur faire plaisir. Ce sont justement ces gens-là que tu fuis sans t'en rendre compte. Leur respect te met mal à l'aise, leur équité te déstabilise. Tu ne sais pas comment exister dans une relation où tu n'as pas à mériter l'affection. Alors, tu retournes vers les familiers, ces relations où tu peux jouer ton rôle de sauveur, où tu peux souffrir avec un sens, où ta douleur a une fonction. C'est ce qu'on appelle la compulsion de répétition. Tu recrées inconsciemment les dynamiques de ton enfance parce que, même si elles te font mal, au moins tu sais naviguer dedans. La gentillesse devient ton langage de survie, ta monnaie d'échange, ta carte d'identité. Sans elle, qui es-tu ? Cette question te terrifie parce que, au fond, tu soupçonnes que si tu arrêtais d'être utile, on arrêterait de t'aimer. Si tu cessais de donner, on cesserait de prendre et on partirait. Alors tu continues, tu donnes jusqu'à l'épuisement, tu souris jusqu'à la nausée, tu dis oui jusqu'à ce que le mot non devienne un concept étranger. Et petit à petit, tu disparais. Pas littéralement, tu continues à exister physiquement, mais psychologiquement, il ne reste plus que le masque, la fonction, le service. L'ironie finale, en essayant tellement d'être aimé, tu as oublié comment t'aimer toi-même. Regarde la société moderne. Observe les patterns. Les gentils font tourner le monde et les impitoyables le dirigent. Ce n'est pas un accident, c'est un design. Le système économique global repose sur une pyramide émotionnelle. Une poignée de psychopathes fonctionnels au sommet et des millions de gens bien en bas qui font le travail pendant qu'on leur vend le rêve qu'un jour, leur bonté sera récompensée. Spoiler alert, elle ne le sera jamais. Parce que le jour où les gentils comprendront leur valeur et commenceront à la faire payer, tout le château de cartes s'effondre. Pourquoi penses-tu qu'on glorifie tant l'abnégation ? Pourquoi les médias adorent les histoires de professeurs qui donnent leurs organes à leurs élèves, d'infirmières qui travaillent 80 heures par semaine par amour du métier, de parents qui se sacrifient pour leurs enfants ? Ces histoires ne sont pas là pour t'inspirer, elles sont là pour te programmer. Pour t'apprendre que la souffrance silencieuse est noble, que le sacrifice de soi est vertueux, que ton rôle dans cette société est de donner, pas de recevoir. Pendant ce temps, Jeff Bezos va dans l'espace avec l'argent généré par des employés qui pissent dans des bouteilles pour ne pas perdre leur pause. Coïncidence ? Non, logique. Les gentils ont été conditionnés à culpabiliser de vouloir plus, à avoir honte de leurs ambitions, à croire qu'exiger mieux, c'est être difficile ou exigeant. Résultat, ils acceptent les miettes et appellent ça de la gratitude. Ils travaillent pour des salaires de misère et appellent ça de la passion. Ils s'épuisent pour des entreprises qui les licencieront sans remords et appellent ça de la loyauté. Le système a transformé leurs plus belles qualités en faiblesses exploitables. Ta gentillesse, elle maintient les inégalités en place. Ton silence face à l'injustice, il protège les oppresseurs. Ta résignation, elle justifie l'exploitation.
Tu crois être quelqu'un de bien en ne faisant pas de vagues. En réalité, tu es complice d'un système qui a besoin de ta docilité pour survivre. Voici la vérité que personne ne veut entendre. Il n'y a rien de noble à accepter l'inacceptable. Il n'y a rien de vertueux à se taire face à l'abus. Il n'y a rien de beau à mourir petit pour que d'autres puissent vivre grand. Mais on t'a vendu cette mythologie parce qu'elle sert les intérêts de ceux qui profitent de ton abnégation. Réfléchis. Qui bénéficie de ta gentillesse compulsive? Qui profite de ton incapacité à dire non? Qui tire avantage de ta peur du conflit? Ce ne sont jamais ceux qui en ont vraiment besoin. Ce sont toujours ceux qui ont déjà trop. Ils ont créé une économie de l'empathie où tu pailles avec tes émotions, ton temps, ton énergie, et eux encaissent les profits. Tu es devenu un ATM émotionnel, toujours disponible, jamais en panne, distribuant gratuitement ce qui a le plus de valeur. Et le plus beau, ils t'ont convaincu que c'était ton choix. Maintenant, parlons de toi, de ce qui reste de toi. Tu te réveilles fatigué, d'une fatigue que le sommeil ne répare pas. Cet épuisement n'est pas physique, il est existentiel. C'est l'épuisement de quelqu'un qui a tellement donné qu'il ne sait plus ce qui lui appartient vraiment. Tes émotions, elles sont devenues propriété publique. Tout le monde a accès à ta joie, à ta compassion, à ta disponibilité. Mais ta colère, ta tristesse, tes besoins, ça, c'est privé, interdit d'accès, même pour toi. Tu as développé une relation schizophrène avec tes propres sentiments. Quand quelqu'un te fait du mal, ta première réaction n'est pas la colère, c'est la compréhension. Il traverse une période difficile, elle ne l'a pas fait exprès, je suis peut-être trop sensible. Tu es devenu l'avocat de ceux qui te blessent et le juge de tes propres blessures. Cette inversion est tragique, parce que la colère, ce n'est pas du poison, c'est de l'information. Elle te dit quand tes limites sont franchies, elle te protège, elle te guide vers ce qui compte vraiment pour toi. Mais on t'a appris que la colère était négative, que les gens bien ne s'énervent pas, que la paix, c'est l'absence de conflit. Faux. La paix, c'est la présence de justice. Et parfois, la justice demande de la colère. Ton corps le sait, c'est pour ça qu'il se matise. Ces maux de dos chroniques, c'est le poids de tout ce que tu portes pour les autres. Ces migraines récurrentes, c'est ton cerveau qui surchauffe à force de suranalyser chaque situation pour éviter le moindre conflit. Ces insomnies, c'est ton esprit qui refuse de se reposer parce qu'il n'a jamais appris à lâcher prise. Tu as transformé ton corps en cimetière d'émotions refoulées. Et le plus cruel, tu continues à sourire, tu continues à dire que ça va, tu continues à minimiser ta souffrance pendant que tu amplifies celle des autres. Au moins, je ne suis pas comme. Il y a des gens qui vivent pire que moi. Je n'ai pas le droit de me plaindre. Stop. Ta douleur n'a pas besoin de justification. Elle existe, elle compte, elle mérite d'être reconnue, écoutée, respectée. Mais pour ça, il faut que tu arrêtes de la traiter comme une invitée indésirable et que tu commences à l'accueillir comme une messagère. Que te dit-elle, cette douleur? Qu'est-ce qu'elle essaie de te faire comprendre sur ta vie, tes choix, tes relations? Peut-être qu'elle te dit que tu mérites mieux, que tu vaux plus, que tes besoins comptent autant que ceux des autres. Peut-être qu'elle te dit qu'il est temps d'arrêter de te sacrifier sur l'autel de l'approbation sociale. Peut-être qu'elle te dit qu'être aimé pour ce que tu donnes, ce n'est pas être aimé du tout. C'est être utilisé avec tendresse. Et ça, tu le sais déjà. Au fond de toi, dans ce lieu secret où tu caches tes vraies pensées, tu le sais depuis longtemps. La question n'est plus « pourquoi ça m'arrive ?» La question est « combien de temps encore je vais faire semblant que ça me va ?» La résistance commence par un mot « non ». Pas un non agressif, pas un non justifié par 3 paragraphes d'excuses, juste non. Tu peux me rendre ce service? Non. Tu viens à mon événement? Non. Tu peux prendre mes tâches en plus? Non. Point final. Pas de parce que, pas de désolé mais, pas de peut-être une autre fois. Non. Ton premier non te donnera envie de vomir. C'est normal. Tu viens de briser des décennies de conditionnement. Ton cerveau va interpréter ça comme un danger mortel. Respire, tu n'es pas en train de mourir, tu es en train de naître. Exercice pratique.
Commence petit. Refuse quelque chose sans importance cette semaine. Un after-work, une faveur banale, un appel quand tu n'as pas envie de parler. Non. Observe les réactions. Certaines personnes respecteront ton non. D'autres essaieront de négocier, de culpabiliser, de te faire changer d'avis. Félicitations, tu viens d'identifier qui sont tes vrais amis. Parce que quelqu'un qui respecte tes limites t'aime vraiment. Quelqu'un qui essaie de les forcer ne t'aime que pour ce que tu peux lui apporter. Deuxième étape, apprends à dire « je vais y réfléchir ». C'est ta phrase magique pour éviter les décisions impulsives dictées par la culpabilité. Quand quelqu'un te demande quelque chose, tu as le droit de prendre du temps. Tu as le droit de peser le pour et le contre. Tu as le droit de consulter tes vraies envies. Mais ils vont penser que je suis égoïste. Bien, laisse-les penser. Leur opinion n'est pas ton problème. Troisième étape, développe ton détecteur de manipulation. Apprends à reconnaître les phrases toxiques. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. Je pensais qu'on pouvait compter sur toi. Tu as changé, avant tu étais plus sympa. C'est facile pour toi de dire non. Ces phrases sont des armes psychologiques. Elles utilisent ta gentillesse contre toi. Ne tombe pas dans le piège. Quatrième étape, cultive la solitude. Les gentils ont souvent peur d'être seuls parce qu'ils confondent solitude et abandon. Mais la solitude, c'est l'antidote à la gentillesse compulsive. Dans le silence, personne ne peut te demander de service. Personne ne peut projeter ses attentes sur toi. Tu peux enfin entendre ta vraie voix. Commence par 10 minutes par jour. Assis, en silence, sans téléphone, sans distraction. Juste toi avec toi. Au début, ça va être inconfortable. Ton esprit va créer 1000 urgences pour t'éviter cette confrontation avec toi-même. Reste. Cinquième étape, réécris ton histoire. Tu n'es pas quelqu'un de gentil qui a du mal à dire non. Tu es quelqu'un de fort qui a temporairement perdu contact avec ses limites. Tu n'es pas trop sensible, tu as juste été élevé dans un monde qui préfère ta sensibilité étouffée. Tu n'es pas difficile quand tu as des standards, tu es quelqu'un qui se respecte. Change le narratif, change ta réalité. Dernière chose, cette transformation ne se fait pas en un jour. Tu vas rechuter, tu vas dire oui alors que tu penses non, tu vas te retrouver dans les mêmes patterns. C'est normal, la gentillesse compulsive est une addiction, et comme toute addiction, la guérison prend du temps. Sois patient avec toi-même, sois doux avec tes erreurs, sois fier de chaque petit non qui sort de ta bouche. Tu es en train de réapprendre à exister. Et si on arrêtait de former des gentils et qu'on commençait à former des justes? Imagine un monde où on apprendrait aux enfants que dire non, c'est un acte d'amour envers soi-même, où on leur enseignerait que leurs besoins comptent autant que ceux des autres, où on les féliciterait pour leurs limites, pas seulement pour leur générosité. Révolutionnaire, non? Première proposition, redéfinir l'éducation émotionnelle. Dans les écoles, on enseigne les maths et l'histoire. Mais qui apprend aux enfants à reconnaître la manipulation? Qui leur explique la différence entre gentillesse et soumission? Qui leur dit qu'ils ont le droit de protéger leur énergie? Il faudrait des cours obligatoires sur les limites saines, sur l'assertivité, sur l'art de dire non sans culpabiliser, sur la reconnaissance des relations toxiques. Parce qu'un enfant qui grandit en sachant qu'il peut refuser devient un adulte qu'on ne peut pas exploiter. Deuxième proposition, transformer la culture du travail. Arrêtons de glorifier l'épuisement professionnel. Arrêtons d'appeler passion ce qui est de l'exploitation. Arrêtons de demander aux employés d'être une famille quand l'entreprise les traite comme des ressources jetables. Récompensons ceux qui respectent leurs horaires autant que ceux qui font des heures supplémentaires. Valorisons l'efficacité plutôt que la disponibilité. Reconnaissons que quelqu'un qui dit non au mauvais projet dit oui au bon. Troisième proposition, révolutionner les relations interpersonnelles. Et si on arrêtait de considérer les relations à sens unique comme normales? Et si on enseignait que l'amour véritable implique la réciprocité? Et si on cessait de romantiser les sacrifices unilatéraux? Il faut normaliser les conversations sur l'équité émotionnelle, rendre acceptable de dire « cette relation me vide plus qu'elle ne me nourrit », légitimer la remise en question des dynamiques déséquilibrées. Quatrième proposition, changer le discours médiatique.
Stop aux histoires de héros qui se sacrifient en silence. Place aux récits de gens qui se battent pour leur dignité, qui disent non, qui partent quand c'est nécessaire, qui choisissent leur bien-être plutôt que l'approbation sociale. Montrons des modèles qui réussissent en restant intègres, qui construisent des empires sur l'équité plutôt que sur l'exploitation, qui prouvent qu'on peut être fort et bon. 5e proposition, créer des espaces de déconditionnement. Des groupes de parole pour gentils en récupération, des communautés où on peut partager ses difficultés à dire non sans être jugé, des lieux où la vulnérabilité n'est pas exploitée mais célébrée. Parce que guérir seul, c'est presque impossible. On a besoin de témoins bienveillants, de miroirs qui nous renvoient notre vraie valeur, de voix qui nous rappellent qu'on mérite mieux. 6e proposition, militer pour l'égoïsme éclairé. Oui, tu as bien lu, l'égoïsme éclairé, prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, se respecter pour mieux respecter, se préserver pour mieux donner. Il faut déstigmatiser l'autopréservation, en faire une vertu plutôt qu'un vice, comprendre qu'un monde plein de gens épuisés ne peut pas être un monde généreux. Le changement commence par toi, par ton premier nom, par ta première limite, par ton premier choix de te choisir. Mais il ne s'arrête pas là, il se propage, il inspire, il libère. Un gentil qui se réveille en réveille 10 autres. Et peu à peu, le monde change. Voici ce que j'aimerais que tu retiennes de tout ça. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas défaillant, tu n'es pas trop de quoi que ce soit. Tu es quelqu'un de précieux qui a appris à se vendre à prix cassé. Et aujourd'hui, tu peux décider de reprendre le contrôle de ta valeur. Picture ça. Tu travailles demain matin et pour la première fois depuis longtemps, tu n'as pas cette boule dans l'estomac qui te dit que tu dois quelque chose à quelqu'un. Tu n'as pas cette liste mentale des faveurs à rendre, des personnes à rassurer, des situations à arranger. Tu existes, simplement, sans devoir justifier cette existence par ton utilité. Comment ça se sent, cette liberté de ne pas avoir à mériter ta place dans le monde à chaque instant? Peut-être que ça te fait peur. Peut-être que tu préfères encore la prison dorée de la gentillesse obligatoire. Au moins, là-dedans, tu sais qui tu es. Tu as un rôle, une fonction, une identité claire. Mais voici la vérité finale. Cette identité ne t'appartient pas. Elle appartient à tous ceux qui en profitent. Le vrai toi, celui qui existe en dehors de sa capacité à servir, tu ne l'as peut-être jamais rencontré. Il attend patiemment derrière tous ces masques de gentillesse. Il attend que tu sois prêt à l'accueillir. Il est peut-être un peu rugueux, un peu direct, un peu égoïste. Et alors, il est authentique, il est complet, il est libre. L'épiphanie, c'est ça. Tu peux être bon et fort, généreux et protégé, aimant et respecté. Tu n'as pas à choisir entre être quelqu'un de bien et être quelqu'un d'entier. La vraie gentillesse ne vient pas de la peur ou du besoin. Elle vient du choix, de l'abondance, de la liberté. Quand tu n'as plus peur qu'on t'abandonne, tu peux aimer vraiment. Quand tu n'as plus besoin qu'on t'approuve, tu peux donner authentiquement. Quand tu n'as plus à prouver ta valeur, tu peux exprimer ta générosité. Mais pour ça, il faut d'abord apprendre à dire non. Il faut d'abord découvrir tes limites. Il faut d'abord te respecter. Alors voici ton défi pour cette semaine. Dis non à une seule chose, une seule. Quelque chose que tu aurais accepté avant, mais qui ne te sert pas vraiment. Observe ce qui se passe dans ton corps, dans tes relations, dans ta tête. Ce non est ton premier pas vers la liberté. Et si tu as envie de partager cette réflexion, si elle a résonné quelque part en toi, si tu reconnais cette lutte, partage-la. Laisse un commentaire avec ton propre réveil. Raconte-nous ton premier non libérateur. Parce qu'ensemble, on peut changer cette dynamique. On peut créer un monde où être bon ne signifie plus être exploitable. Où la gentillesse vient de la force, pas de la faiblesse. Un monde où les plus gentils ne finissent plus écrasés. Ils finissent respectés. Like si cette vérité t'a touché. Abonne-toi si tu veux plus de réflexions qui dérangent. Commente si tu es prêt à rejoindre la révolution des gentils qui se réveillent. Le changement commence maintenant. Il commence par toi.